Je sais pas quand j'ai commencé, on va dire, à vraiment lire Kluskar par rapport à Marx, je sais pas si ça s'est fait à peu près en même temps. Je pense que j'ai lu le capitalisme de la séduction assez vite et que ça m'a un peu dégoûté de Kluskar. Moi, j'aime pas le capitalisme de la séduction. Euh, Pas parce que c'est pas bien, mais parce qu'en fait, moi j'ai été très déçu. J'avais l'impression que ça allait être un truc fou. Et en fait, quand on connaît les analyses de tous les mecs euh, un peu anti-libéraux, culturels, type Michéa et tout, bah, quand on arrive à ça, on se dit oui, ok, ok, oui, mais qu'est-ce que ça rajoute de plus? Et en fait, c'est débile parce que pour le coup, ça c'était ma lecture de la première fois que je l'ai lu, où j'ai été déçu parce que j'en attendais plus que ça. En réalité, le capitalisme de la séduction, à l'époque où ça sort, c'est intéressant. Le truc, c'est que quand c'est pas quand tu le lis 40 ans après et que l'analyse en fait est passée presque de notoriété publique, bah, tu te dis ah ouais bah c'était ça et puis ça paraît pas si ouf quoi. J'ai pas compris que Kluskar c'est réac. Bon, alors non, Kluskar c'est pas réac. Après il y a des réacs qui kiffent Kluskar, mais le début du capitalisme de la séduction est hyper drôle aussi. Je sais pas à quoi tu penses exactement. Mais du coup, je me suis écarté un petit peu de ça, je pense, pendant quelques temps, pour revenir à Kluskar, et notamment à sa plus grande œuvre, je pense, c'est L'être et le code, c'est sa thèse. L'être et le code, c'est très 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 dur à lire par contre, parce qu'il y a une préface au début, et quand on commence par une préface, souvent c'est un truc qui peut nous mettre en confiance, qui peut expliciter un peu ce qu'il va y avoir dans le livre, et là on tombe sur un espèce de truc. En fait, c'est que de l'implicite. Il répond à des gens de son époque, qu'on connaît aujourd'hui, je veux dire, on les connaît de nom, mais on connaît pas forcément ce qu'ils pensent. Enfin, moi à l'époque, je connaissais pas forcément tous les mecs dont il parlait. Et il est là, petite pique envers Husserl, enfin c'est pas vraiment son époque, mais petite pique envers Husserl, petite pique envers Sartre. Et puis là, il va parler implicitement de Lacan, implicitement de Merleau-Ponty, et puis implicitement de Deleuze, Derrida, Foucault. Et puis c'est très très dur en fait à lire parce que quand tu connais pas tout ça, tu sais pas de quoi il parle et tu vois pas l'intérêt du truc. En réalité, moi, ça m'a permis déjà, je crois que les deux, trois premières pages m'ont renvoyé directement à la lecture de la critique de la raison pure de Kant, parce qu'il en parle beaucoup. On parlait de néo-kantisme tout à l'heure. Le néo-kantisme, c'est un concept que développe Michel Kluskar. Et justement, en fait, si on n'est pas bien à l'aise avec Kant, et notamment avec ce bouquin, Introduction à la philosophie de Kant, alors je l'avais pas lu à l'époque, de Lucien Goldman, que Kluskar devait avoir lu évidemment, parce que c'était une des personnes dont il s'inspirait, on va dire, à l'époque. Et puis Lucien Goldman, à l'époque, c'était pas n'importe qui, hein, il était assez réputé. Donc en gros, voilà, si on comprend pas l'importance de Kant dans l'histoire de la philosophie, et si on n'a pas un point de vue en plus marxiste sur Kant, on comprend pas trop où veut en venir Kluskar, quoi. Donc déjà, les premières pages de Lettres et le Code, moi, m'ont renvoyé à ça et m'ont permis de travailler sur la critique de raison pure, qui est très 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 intéressant comme bouquin, qui est dur mais qui est très très intéressant. C'est un bouquin donc d'épistémologie où Kant va poser la question que puis-je savoir, c'est-à-dire voilà qu'est-ce que je peux vraiment savoir et qu'est-ce que je ne peux pas savoir. Par exemple, la nature de Dieu, je ne peux pas la connaître. Kant arrive à montrer que la nature de Dieu, l'homme ne peut pas la connaître à partir de son expérience subjective individuelle. Et par contre, des raisonnements mathématiques, il peut le faire. Et en fait, Kant va dire qu'il y a besoin pour produire de la connaissance. En gros, je vous résume le truc vite fait, pour produire de la connaissance, il faut à la fois le concept et puis l'expérience sensible. Et donc, comme on ne peut pas avoir d'expérience sensible de Dieu, on ne peut pas le connaître. Après, pour la question des mathématiques, c'est plus compliqué que ça. Il va montrer qu'on peut avoir des connaissances dans certains sujets, notamment les mathématiques, sans avoir besoin d'expérience sensible, parce qu'évidemment, je n'expérimente pas sensiblement un triangle. Enfin bref, Kluskar, ça m'a renvoyé vers ça. Et toute sa thèse sur Lettres et le Code, en fait, je crois que j'y ai bossé dessus 6-8 mois, quoi, vraiment. C'est un truc qui est compliqué, ça fait 800 pages, ça parle en fait de ce qu'il appelle lui je ne sais plus le terme exact qu'il utilise, mais en gros un champ de production pré-capitaliste, c'est-à-dire ce qui se passe avant l'avènement du capitalisme qui place environ à la Révolution française. Et donc ce que va faire Kluskar, c'est que pour comprendre le monde actuel, qui est un monde capitaliste, il va dire que il faut comprendre le procès de production du monde actuel
Or, le procès de production du monde actuel, il se passe pas entre 1799 et aujourd'hui, 1789 et aujourd'hui, mais il se passe avant. Et du coup, Kluskar va se dire, pour comprendre le monde actuel, il faut comprendre tout ce qui se passe entre l'Empire romain et 1789. Enfin, c'est un truc complètement baisé. C'est pour ça que je vous dis que l'œuvre est assez grosse et assez complexe. Et du coup, il va essayer de montrer l'émergence à l'intérieur de l'antagonisme entre le tiers-état et les classes dominantes ou la féodalité, si vous voulez, la noblesse. Il va essayer de montrer l'émergence d'une sous-classe qui va petit à petit s'individualiser et devenir puissance, qui est la bourgeoisie. Et il va montrer comment la bourgeoisie s'est développée et comment la bourgeoisie a au final pris le pouvoir. Et il met ça sur plusieurs plans, c'est-à-dire qu'il y a le plan matériel, le plan économique, ça c'est assez évident, mais il y a le plan aussi culturel, il y a le plan aussi philosophique, et il va montrer au fur et à mesure le plan aussi, esthétique, il va vraiment montrer sur différents plans comment va s'individualiser cette classe de marchands qui est la bourgeoisie, comment elle va prendre le pouvoir sur tous les domaines pour au final rendre la noblesse inefficiente, c'est-à-dire moins efficiente, on va dire, que la bourgeoisie pour la société, et comment la bourgeoisie va prendre la place de la noblesse en fait. Et ça, vraiment, moi j'ai trouvé ce bouquin vraiment passionnant, et c'est pour ça que les gens qui critiquent Kluskar sans l'avoir lu, ou en disant juste que c'est un rouge-brun ou je sais pas quoi, je trouve ça assez dommage, parce que c'est vraiment déjà un intellectuel, c'est vraiment quelqu'un qui a produit quelque chose, et c'est pas rien, quoi. Le truc avec Kluskar, c'est qu'il va pas s'arrêter là, il va faire ça, et puis après, à partir de ses premiers écrits, va y avoir plein de choses qui vont être produites. Il va produire, par exemple, entre 1789 et aujourd'hui, il va produire plein de livres pour montrer aussi l'évolution de la société et des différentes classes pour arriver aujourd'hui. Et puis à la fin, ce qui est intéressant, ce que tout le monde a retenu, c'est le résultat, on va dire, mais c'est vraiment pas la seule chose qui compte. Il va produire une critique de la bourgeoisie de son époque, et notamment de mai 68, ça vous connaissez sûrement plus, et donc d'un certain libéralisme culturel, un certain capitalisme de la séduction, des choses du genre. Le problème, c'est que à l'époque, il n'a pas été écouté, et aujourd'hui, il commence à devenir connu, alors que ce qu'il dit a moins trait à ce qui se passe aujourd'hui qu'à ce qui se passait dans les années fin des années 60, début des années 70. Et ça, c'est vraiment assez affreux, parce qu'il y a des mecs qui vont reprendre les propos de Kluskar, vous dire, par exemple, Charles Robin a fait une vidéo il y a pas longtemps sur ça, il dit en gros Kluskar critique le désir. Il a été repris par le pote de Kluskar, Dominique Pagani. Il l'a repris gentiment, je pense, aussi parce que ça fait de la pub pour Kluskar, et il est content, Dominique Pagani, que Kluskar soit mis en avant, mais sincèrement, je trouve qu'il a été trop gentil. Parce qu'il a eu raison, Dominique Pagani, il a dit oui, Charles Robin et tout, il dit que Kluskar critique le désir, mais il critique pas le désir, il critique l'idéologie du désir. Et ça n'a rien à voir en fait. Aujourd'hui, on a des gens en fait qui reprennent Kluskar, qui l'ont peut-être pas lu ou vite fait, qui n'ont pas vraiment compris ce qu'il dit, et qui dit en gros, Kluskar en gros dit que le capitalisme et puis le libéralisme culturel, c'est un peu la même chose, et puis c'est à combattre. Mais c'est pas ce qu'il dit, Kluskar. Kluskar, ce qu'il dit, c'est que le libéralisme culturel qui arrive dans les années 70 sont nécessaires à l'expansion du capitalisme de l'époque, et donc il faudrait pas le confondre avec un certain socialisme. Il dit juste ça, il dit pas que c'est bien ou mal, hein. Et d'ailleurs, il y a des vidéos comme ça où les gars lui disent mais vous êtes contre du coup les préservatifs ou des choses comme ça. Il dit bah non, c'est pas le problème. Par contre, je vous dis juste que si ça arrive aujourd'hui, c'est pas non plus une révolution socialiste, quoi. Donc du coup, comme dit Néo Brecht dans le chat, souvent Kluskar est michéisé, mais c'est exactement ça. Kluskar, c'est pas michéen. Et je vois pas l'intérêt en fait de prendre Kluskar si vous voulez Michéa, parce que Michéa, à la limite, c'est plus simple à lire. Donc lisez Michéa si vous voulez lire du Michéa, mais Kluskar, c'est pas Michéa. Kluskar, il y a une reprise de Kluskar réactionnaire aujourd'hui, on peut pas le nier. Et c'est dommage. Kluskar, s'il était vivant, je pense, se battrait contre ça. Un petit peu parce qu'il l'a fait aussi en fin de vie quand Soral a commencé à le reprendre. Il a dit oui, Le Pen est aux antipodes de ma pensée. Mais par contre, Kluskar lui-même, c'est quand même un militant communiste. Il peut avoir ses angles morts, mais ça reste quand même un marxiste, un communiste. Donc on peut difficilement le prendre au jeu de la réaction, quoi. Et moi, je trouve ça dommage en fait d'abandonner un auteur comme ça,
en disant oui, il est repris par les rouges-bruns et puis par la droite, et donc il faudrait l'abandonner à la droite, parce qu'au final, c'est un auteur qui est quand même très intéressant, qui a pensé avant tout le monde à un truc qui est arrivé, c'est-à-dire que le PS allait trahir, c'est-à-dire que euh, la crise allait revenir malgré les progrès sociaux mitterrandiens, quoi, des choses comme ça. Et donc c'est tout à fait dommage de dire non, non, en fait, c'est pas bien parce qu'il y a 2-3 mecs qui le transforment en Micha, quoi. Soral, en fait, à la fois fait beaucoup de bien à Kluskar parce qu'il a dit, il a mis en avant, mais il a fait beaucoup de mal à Kluskar parce qu'en fait, il a médiatisé auprès de personnes qui avaient envie de recevoir son message comme ils l'ont reçu, c'est-à-dire comme le message de Jean-Claude Michéa. Son analyse des féministes à partir de ça, elle rentre bien dans les jeans. Vous voulez parler de jeans un peu? Kluskar, ce qu'il dit là-dessus, c'est un truc un peu aussi de son époque. Kluskar, il a des analyses un peu psychanalytiques des fois, qui ont une part de vérité, mais qui sont aussi un peu tirées par les cheveux. Mais il dit pas, en fait, encore une fois, il dit pas que le jean c'est mal, mais il dit que le jean est la forme du corps. Et aujourd'hui, il a d'autant plus raison, je pense, parce que le jean, surtout le jean féminin, est de plus en plus fait à partir de matière élastique et épouse de plus en plus les jambes, les fesses, et épouse de plus en plus le corps. Et ce que dit Kluskar, c'est qu'avant, on avait une société où la femme était vue comme mère, et donc portait une jupe qui montrait plutôt les hanches, mettait plutôt les hanches en avant, et donc mettait plutôt en avant la fonction de maternité de la femme. Et à partir du jean, il dit, on met plutôt en avant en fait l'aspect sexuel chez la femme, c'est-à-dire une libération de la femme par rapport à son rôle maternel et une sexualisation de la femme. Encore une fois, il dit pas que c'est bien ou que c'est mal en fait. Et après, le problème, c'est qu'il y a des mecs qui reprennent ça et qui vont te dire de pas porter de jeans limite. Et justement, Kluskar en interview, il y avait des gens qui lui disaient vous portez des jeans. Il disait c'est pas le problème, quoi. Moi, je vous dis juste que je pense que ce phénomène-là arrive et j'essaie d'en faire l'observation. Après, il peut se tromper, mais ça reste une observation, on va dire, qu'il fait. Alors ça c'est faux, le slim c'est pour les hommes aujourd'hui. Ouais, bon, on va dire que Kluskar il savait pas tout ça. Non, mais il y a quand même... Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus à la mode chez les hommes que chez les femmes peut-être, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin, vous voyez ce que Kluskar veut dire plutôt, parce que moi cette analyse sur le jean, je suis plutôt d'accord avec lui sur le fait que oui, il y a un changement entre la vision maternelle de la femme et puis la vision un peu plus sexualisée, mais aussi qu'on pourrait aussi mettre en avant que le jean c'est avant tout un vêtement de travail à la base, et que si le jean a percé autant aussi, c'est peut-être à un moment de l'histoire où on a intégré des travailleurs aux classes moyennes et à des couches comme ça, quoi. Il y a une reprise aussi un peu une gentrification du jean, c'est-à-dire que on le voit dans les pubs un peu de l'époque où il y a des stars américaines qui portent des jeans, alors que pour le coup c'est pas pour le travail, quoi. Je pensais pas parler autant de jeans ce soir. Oui, j'ai aussi je suis comme le doc, moi je peux donner des cours, des cours pour bien vous habiller, hein. Kluskar, en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment réussi à cerner le fait que la bourgeoisie, elle a certaines constantes en fait dans ses idéologies, dans ce qu'elle est. En fait, il a assez, en fait, en décrivant la bourgeoisie depuis ce qu'elle est, depuis le départ au niveau médiéval, puis après, pendant tout le 19e siècle, puis maintenant, il a réussi à comprendre un peu l'essence de la bourgeoisie, de cette classe marchande, et aussi certaines valeurs qu'elle met en avant. C'est assez intéressant de voir, alors ça se trouve chez lui, on trouve ça aussi chez Lukács et chez Lucien Goldman, mais en gros, ce que dit Kluskar, c'est que la bourgeoisie, au niveau de l'Ancien Régime, quand elle arrive, il y a une partie de la bourgeoisie qui est réellement révolutionnaire, entre guillemets, quoi. Mais on a, par exemple, Rousseau, lui il prend souvent l'exemple de Rousseau, et Robespierre, au niveau de la Révolution française, ils vont arriver et vouloir mettre en place l'égalité entre tous, la liberté entre tous, la fraternité entre tous. On va prendre la devise de la République, quoi. Et ça, ce qu'il dit, c'est que ça va pas se passer comme ça, et que la bourgeoisie n'arrive pas à mettre en place ce régime démocratique. Comme elle met pas en place ce régime démocratique, ces valeurs-là, elle va les conserver, parce que si elle les reniait, elle devrait se renier en tant que classe, elle devrait dire regardez, ce que j'ai mis en avant, en fait, j'y crois plus.
Donc elle va conserver ses valeurs de liberté, d'égalité, mais elle va devoir les conserver de manière formelle. Et ça, c'est super intéressant. Et quand on regarde, en fait, je pense que c'est ce qui se passe souvent dans l'histoire. C'est-à-dire que quand une classe dominante arrive, elle arrive en proposant des valeurs, et si elle veut continuer à être dominante, comme la société évolue, elle est obligée de garder, de dire qu'elle est toujours pour ses valeurs, parce que c'est les valeurs fondatrices de ce champ historique-là, quoi. Par exemple, sous l'Ancien Régime, on a le christianisme, on a des valeurs comme ça. Aucun roi ne peut arriver en disant ces valeurs-là c'est de la merde, je vais proposer les miennes. Il est obligé de se redire du mythe qui a fondé le champ socio-historique pour prendre le pouvoir. Et s'il doit changer de religion, par exemple passer du christianisme au protestantisme, il est obligé de dire en fait le protestantisme c'est le vrai christianisme. Regardez, le christianisme a dérivé, moi je vous propose le vrai christianisme. C'est-à-dire qu'il est obligé de se rebaser par rapport à ce qui fondait le mythe. La bourgeoisie, en fait, elle fait pareil, elle a proposé la liberté, elle a proposé l'égalité entre tous, et ben elle va être obligée de dire qu'elle est toujours pour ces valeurs-là, sauf qu'elle peut plus les donner, parce que vu qu'elle est devenue classe dominante après la Révolution française, si elle donnait l'égalité entre tous, elle devrait s'annuler en tant que bourgeoisie, elle devrait s'annuler en tant que classe, donc elle est obligée de donner l'égalité de droit. L'égalité de droit, c'est mieux que rien, mais c'est pas l'égalité. C'est pas l'égalité concrète. Donc les hommes naissent libres et égaux en droit, pas en fait. Et puis au niveau de la liberté, c'est la même chose. C'est-à-dire que la liberté, mais en fait, il y a des gens qui sont exploités. Donc t'es libre de choisir ton contrat de travail, t'es pas un esclave, mais t'es pas non plus aussi libre que le mec qui est né avec l'argent, quoi. Donc vous voyez ce que Kluskar dit, ce que Lukács dit aussi, ce que Goleman dit aussi. Je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire que y a toujours ces valeurs qui restent, mais ces valeurs elles vont se formaliser, quoi. Ce que Kluskar va montrer, c'est qu'il va se passer un peu la même chose avec les années 60-70, c'est-à-dire que la gauche va arriver en mettant en avant une espèce de révolution formelle qui est une révolution avec des droits individuels qui sont beaucoup plus abstraits qu'une révolution concrète, quoi. Et on en arrive du coup avec des gens comme le PS, le PS des débuts des années 2000, qui va mettre en avant tout le temps des trucs qui sont mieux que ce qu'il y a maintenant, évidemment, mais qui sont quand même pas très progressistes et qui sont pas vraiment dans le concret. C'est-à-dire que c'est des gens, par exemple, SOS Racistes, c'était pas mal ça. C'était un truc qui était un peu paternaliste, qui était mieux que rien, mais qui au final était pas l'abolition de la domination raciale, quoi. Donc Kluskar, en fait, il est très bon sur ça. Il est très bon pour la critique de tout ce qui se passe dans les années 60, 70 et qui va s'étaler, je pense, jusqu'à environ 2005, quoi. C'est-à-dire la domination d'une espèce de centre-gauche bourgeois libéral qui va après... après, va y avoir Sarkozy, donc ça marchera pas trop encore. Va y avoir, comment il s'appelle va y avoir Hollande qui va répondre à Sarkozy, mais les gens y croient déjà un peu moins au niveau de Hollande, et puis maintenant il y a Macron, les gens y croient plus du tout au centre-gauche, et le PS est complètement finito. Et il reste plus que quelque chose qui est à gauche du PS, qui est la France Insoumise, quoi.